Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Amber Tuccaro, une femme autochtone qui monte dans une voiture puis disparaît le 18 août 2010 près de la ville d'Edmonton, au Canada. Elle avait 20 ans, elle était toute jeune, mais elle a eu un réflexe incroyable, celui d'enregistrer la voix de l'homme qui venait de l'enlever. Cet appel glaçant, je vais vous le faire écouter. Suite à la diffusion massive de l'enregistrement, Amber Tuccaro est devenue l'un des visages des femmes autochtones disparues et tuées par milliers au Canada depuis les années 80. Les femmes autochtones là-bas ont 6 fois plus de risques d'être victimes de meurtres que les femmes blanches. Si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode sur l'autoroute des larmes, le Highway of Tears. Ça parle de l'incompétence et des préjugés racistes des autorités canadiennes quand il s'agit des autochtones. On va en avoir un aperçu ici avec la disparition d'Amber. Amber a 20 ans. Elle vit avec son fils de 14 mois, Jacob, chez sa mère à Fort McMurray, en Alberta. Elle passe aussi du temps dans un refuge pour femmes. Il l'aide à faire des démarches pour obtenir un logement à elle. Dans ce centre, elle rencontre une jeune femme, Evangeline. Le 15 février 2010, Evangeline poste un message sur le mur Facebook d'Amber. Aujourd'hui, ça peut être perçu comme intrusif, mais à l'époque, c'était vraiment à la mode. Dans ce message, elle écrit « Appelle-moi bientôt, ma belle, j'ai hâte de te voir », avec un smiley clin d'œil. Amber prévient sa mère, Tutsi, qu'elle va passer quelques jours dans la grande ville d'Edmonton avec Evangeline. Tutsi n'est pas rassurée, elle le lui dit, mais Amber est têtue et elle insiste. C'est seulement l'affaire de quelques nuits, elle a déjà payé son billet d'avion. Le 17 février, Evangeline arrive avec sa valise chez les Tuccaro. Dans la salle de bain, les deux jeunes femmes teignent les cheveux bruns d'Amber en blond. Elles rigolent, excitées à l'idée de voir le résultat, et elles essaient de ne rien tâcher. Vous savez à quel point c'est galère. Puis elles appellent un taxi, direction l'aéroport. Amber serre sa mère dans ses bras, puis grimpe dans le véhicule, avec son fils Jacob, qu'elle emmène partout avec elle. Cette étreinte, Tutsi y pense encore. Elle a l'impression qu'il y avait quelque chose dans le câlin de sa fille, mais elle ne pourrait pas dire quoi. Et peut-être qu'elle a surinterprété après coup, elle sait pas, et il y a plein de choses que Tutsi ne saura pas. Evangeline et Amber atterrissent à l'aéroport d'Edmonton, qui est donc la capitale de la province d'Alberta, dans laquelle vivent 800 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus d'1 million. Elles ont réservé une chambre dans le motel le plus proche, enfin le deuxième motel le plus proche du parking de l'aéroport, à tout juste 2 km. Le Nisku Place Motel est l'un des moins chers du coin. Et d'après les avis Google de l'époque, les chambres sont plutôt sales et ça sent la weed, la beuh chez les voisins. Faut pas non plus vous imaginer un motel délabré sur le bord d'une route, seul au monde, il n'y a pas de lumière, etc. Non, les chambres sont plutôt spacieuses, il y a un grand parking et autour du motel, il y a plein d'autres hôtels. Le Nisku Place Motel donne même sur une 4 voies. Pour vous situer un peu, l'aéroport est justement dans la zone industrielle de Nisku, au sud d'Edmonton. On met à peu près 30 minutes pour aller de l'aéroport à Edmonton, au centre-ville d'Edmonton. À Nisku s'étalent sur près de 2000 hectares plus de 400 entreprises et moins de 50 personnes y vivent à l'année. Donc c'est avant tout un lieu où les gens travaillent. Nisku, c'est aussi une zone de passage, notamment en raison de l'aéroport et des 2 autoroutes qui la traversent. Dans la soirée du 17 et durant la journée du 18, Tutsi et Amber s'appellent et se textent tout le temps. C'est leur façon de fonctionner au quotidien. Les deux femmes sont en contact quasi permanent, même à la maison, à Fort McMurray, quand Amber sort du supermarché, quand elle va au parc promener son fils, tout le temps en contact avec sa mère. Et le jour de sa disparition ne fait pas exception. Et au moment de sa disparition, c'est comme d'habitude, Tutsi et Amber se donnent constamment des nouvelles.
Mais en début de soirée, le 18 août 2010, Amber cesse de répondre à sa mère, qui insiste à plusieurs reprises. Elle l'appelle, elle envoie des SMS, mais elle n'a pas de réponse. Et bien sûr, elle s'inquiète. Alors elle contacte Evangeline pour lui demander où est Amber et lui dire qu'elle est inquiète. Mais Evangeline répond qu'Amber et Jacob dorment. Tootsie, à ce moment-là, on est donc le 18 au soir, elle va se coucher. Mais le lendemain, elle reçoit un appel d'Evangeline qui lui dit qu'Amber est partie la veille au soir, qu'elle est partie chercher une pizza et n'est jamais revenue. Tootsie est surprise, mais vous m'aviez dit qu'elle dormait. Ce à quoi Evangeline répond que non, Amber est partie hier soir chercher des couches. Bon, alors 3 versions différentes en 2 conversations, ça fait beaucoup. D'abord, Amber dort, puis elle est partie chercher une pizza. Ah mais non, en fait, elle est allée acheter des couches. Il y a en effet une station essence qui fait aussi supérette, juste à côté du motel. C'est typiquement le genre d'endroit aux US où tu peux trouver et des pizzas et des couches et à peu près tout ce que tu veux. Elle est à 150 mètres du parking du motel. Quand on veut aller faire des petites courses, c'est l'endroit le plus proche. Au téléphone, Evangeline semble assez énervée. Donc elle dit à Tootsie de venir chercher son petit-fils. Mais entre-temps, elle quitte la chambre, elle laisse la valise d'Amber à l'accueil du motel, confie Jacob aux autorités et quitte la ville. Tootsie appelle donc, dans la foulée, la police pour signaler la disparition de sa fille. Mais on lui dit que ça fait moins de 24 heures et qu'elle est, je cite, probablement en train de faire la fête quelque part, elle va revenir. L'officier au téléphone affirme même: je ne vais pas l'inscrire au fichier des personnes disparues. Mais comme Tootsie insiste, il finit par dire: ok, je vais le faire. Un officier contacte Evangeline ce jour-là. La version qu'elle donne, c'est qu'Amber est sortie chercher quelque chose à manger et qu'elle n'est jamais revenue. Mais apparemment, Evangeline était surtout énervée après Amber pour être partie avec de l'argent, son sweatshirt et pour lui avoir laissé bien sûr le bébé. Le lendemain, Tootsie, elle est toujours inquiète. Donc elle rappelle la police et elle tombe sur une autre personne au téléphone qui lui apprend que non, Amber n'a pas été inscrite dans le fameux fichier qui avait été mentionné la veille par le policier. Il avait dit finalement: ok, je vais le faire, je vais l'inscrire dans le fichier. On ne sait pas exactement, mais ça a pris entre 3 et 5 jours avant qu'elle ne soit finalement intégrée dans la base de données de la police canadienne, le Canadian Police Information Center. Au début, on dit à Tootsie de rappeler pour prendre des nouvelles, que la police va pas s'amuser à la recontacter, mais elle appelle plusieurs fois et au bout d'un moment, on lui dit: ne rappelez pas, c'est nous qui vous recontacterons. Le 1er septembre, elle rappelle une fois de plus le commissariat parce que elle n'a pas de nouvelles et ça fait 2 semaines que sa fille a disparu. Elle aimerait savoir où en est l'enquête et là, tenez-vous bien, on lui dit: oh, elle a été retirée de la liste des personnes disparues parce qu'elle a été vue dans une station essence. Donc, Tootsie demande: est-ce que vous l'avez vue? Et on lui répond: non. La mère d'Amber, à ce moment-là, elle est franchement en colère. Elle leur dit: vous foutez rien, et si c'était votre fille ou votre sœur? Et devinez ce que lui répond le policier. Il lui répond: ne jouez pas cette carte avec moi. Dans les jours qui suivent la disparition, Evangeline poste un message sur le mur Facebook d'Amber. Et s'il te plaît, appelle-moi, je suis super inquiète. Mais dans les mois qui suivent, quand les policiers tenteront de lui parler de nouveau, elle ne répondra pas. Elle laissera des messages vocaux vraiment énervés aux enquêteurs du genre: vous avez encore essayé de me joindre? Je venais juste de la rencontrer, je sais juste qu'elle est partie avec mon fric en me laissant son gamin, elle devait avoir un problème, être droguée pour faire ça. Je n'ai rien fait de mal, laissez-moi tranquille. Et son attitude a attisé les soupçons des enquêteurs. Pourquoi Evangeline est-elle si agressive? Ils ont rarement vu quelqu'un d'aussi peu coopératif. Et puis après tout, c'est la dernière personne à avoir vu Amber. Personnellement, à ce stade de l'enquête, ma question principale est la suivante: pourquoi sont-elles allées à Edmonton? Je trouve ça important de parler des personnes disparues, de là où elles viennent, de ce qu'elles aimaient, de leurs habitudes, de ce que leurs proches ont retenu d'elles. Car elles ont disparu, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais existé. Et s'il y a bien un point commun à tous les êtres humains,
C'est qu'on attache une importance particulière à l'endroit où on a grandi. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, avoir eu envie de le quitter 1000 fois ou vouloir absolument y retourner. Il nous a marqués. C'est même une partie de nous. Pour Amber, cet endroit, c'est Fort Chipewyan. Et ce n'est pas un endroit comme les autres. Il s'agit d'un village d'environ 900 habitants, situé sur les berges du lac Athabasca, qui sépare l'Alberta du Saskatchewan. On est tout au nord de l'Alberta, à la frontière avec l'immense région qu'on appelle le territoire du Nord-Ouest. On est dans le nord, vraiment dans le nord du nord. En novembre 2006, par exemple, ils ont eu un record de température de moins 39 degrés 8. Et je vous parle de la température réelle. Ça veut dire que la température ressentie est à moins 51 degrés avec un petit vent de 10 km/h. Et plus il y a de vent, plus la température ressentie baisse encore. Les Québécois, vous savez de quoi je parle. À Montréal, en ce moment, il y a des tempêtes de neige. Et le jour où j'écris ça, donc le 18 février, il fait moins 13, température ressentie, moins 25. T'as intérêt à t'habiller correctement avant de sortir. Fort Chipewyan, j'espère vraiment que je le prononce bien, je suis pas sûre, est situé à 300 km au nord de Fort McMurray, la ville la plus proche en Alberta. Donc Fort Chipewyan, on y va en bateau ou en avion quand la météo le permet. Il y a bien des petites routes, mais rien de direct, rien de tout droit. Et surtout, elles ne peuvent pas être tout le temps maintenues en état quand il neige et qu'il fait froid. Ce côté insulaire rend les habitants très soudés, d'autant plus qu'ils partagent déjà des cultures autochtones communes, puisque la grande majorité des habitants sont autochtones, donc des Cris, des Chipewyan et des Métis. Le nom de la ville fait d'ailleurs référence aux Premières Nations qui vivaient sur cette terre exploitée par les Européens dès 1788. À l'arrivée des colons, la variole a tué 90% de la population autochtone locale qui a ensuite été asservie, notamment quand le pensionnat s'est monté dans la ville et que les enfants autochtones y ont été scolarisés de force. La mère d'Amber y est d'ailleurs allée. Donc à Fort Chipewyan, il n'y a pas beaucoup de commerce, mais il y a l'essentiel. Une école, une église, un centre communautaire, une supérette. Les parents d'Amber avaient déjà 4 garçons, mais Tutsi voulait une petite fille. Début janvier 1990, des proches les ont contactés en leur disant « écoutez, il y a un couple, ils viennent d'avoir un bébé, mais ils ne peuvent pas s'en occuper. Est-ce que vous voudriez l'adopter? C'est une petite fille. » Alors ils ont foncé à l'hôpital et Tutsi dit « Je l'ai instantanément aimée ». La première année était très stressante parce que la mère biologique avait encore tous les droits. Elle pouvait décider de la récupérer d'un jour à l'autre. Tutsi avait vraiment hâte que l'année soit passée. Et en effet, peu avant l'anniversaire d'Amber, sa mère biologique s'est présentée au domicile des Tokaro. Ça a mis Tutsi dans tous ses états, mais en fait, la jeune femme l'a remerciée pour tout ce qu'elle avait fait et elle a tourné les talons, laissant les parents adoptifs d'Amber être pour toujours ses parents. Elle a grandi gâtée, elle était super mignonne, joyeuse, vraiment le genre de gamine à qui on a envie de tout céder. Adolescente, elle préférait la musique à l'école, elle écoutait toujours de la musique en faisant le ménage. D'ailleurs, pour savoir si elle était à la maison quand on passait devant chez elle, il suffisait d'écouter. Si les basses résonnaient, c'est qu'elle était là, musique à fond. Avec ses voisins, elle allait traîner dans un parc après l'école, un genre d'endroit où il y avait de gros rochers qu'elle pouvait escalader. Ses grands frères étaient protecteurs, hein, elle en avait 4, et ils allaient souvent la chercher. Amber était vive, avec du répondant. Adolescente, elle a pris contact avec ses parents biologiques. À 18 ans, elle tombe enceinte. Elle pose avec son ventre rebondi sur lequel il est inscrit bébé Jacob. Il y a aussi une autre photo où on la voit, elle met un écouteur sur son nombril pour faire écouter de la musique à son bébé. Amber n'est pas en couple avec le père et durant cette période, elle habite à Fort McMurray chez sa mère qui l'aide pour le bébé. Elle avait prévu de retourner à l'école, de passer son bac. C'était plus que prévu puisqu'elle était inscrite. Mais avant qu'elle ne puisse réaliser ce projet, elle s'évanouit dans la nature le 18 août 2010. La police a mis 2 mois à aller chercher la valise d'Amber au motel. Imaginez si les gérants avaient décidé de s'en débarrasser. Enfin, ça n'a pas été beaucoup mieux, remarquez, puisque les policiers ont pris des photos du contenu des jouets pour enfants et qu'à un moment donné, tout a été détruit.
Ce qui est assez inadmissible, c'est qu'ils auraient dû prendre la disparition d'Amber au sérieux. Non seulement parce qu'on le devrait en toutes circonstances, mieux vaut s'inquiéter pour rien que de perdre les précieux indices d'un début d'enquête, mais aussi parce qu'il y avait tellement de femmes qui étaient portées disparues ou avaient été tuées à Edmonton et autour qu'une cellule spéciale avait été mise en place en 2002, le Project CARE avec un K. Plus de 70 affaires de disparition ou de corps non identifiés. La plupart des femmes étaient autochtones et travailleuses du sexe. Les agents avaient notamment pour mission de répertorier toutes les travailleuses du sexe de la région. Ils leur demandaient leur ADN et leur relevé dentaire pour pouvoir les identifier si elles étaient un jour retrouvées mortes. C'est vous dire l'ampleur du massacre. Concernant Amber, les policiers pensaient qu'elle ne consommait pas de drogue, ne se prostituait pas et n'avait pas de problème de santé mentale. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours ce qu'ils disent. Mais il n'empêche, une jeune femme de 20 ans qui disparaît en périphérie d'Edmonton dans ces années-là, ça aurait dû les alerter. Ils auraient dû aller recueillir les témoignages des salariés du motel, des vendeurs de la station essence. Ils auraient dû réquisitionner les caméras de surveillance avant que les images ne soient définitivement effacées. Un jour glacial de janvier 2012, 4 officiers de police frappent à la porte de Tutsi. Elle en reconnaît 2 sur les 4. Ils font partie de la cellule spéciale du projet CARE. On doit vous dire quelque chose. Amber est morte. Tutsi, elle est sous le choc. Elle répond « Où est-ce qu'elle est ? Je dois la voir. » Et les policiers répondent « Vous ne pouvez pas la voir parce qu'on ne sait pas où elle est. » C'est là que les policiers révèlent à Tutsi l'existence de l'enregistrement d'un appel qui dure 14 minutes et 52 secondes. Comment l'ont-ils obtenu ? Eh bien, le frère biologique d'Amber était en contact avec sa sœur à cette période et il était en prison au moment de sa disparition. Le soir du 18 août, il a essayé d'appeler Amber. Or, les appels qui entrent et sortent de prison sont enregistrés, la jeune femme le savait. Elle a donc décroché discrètement pour que son frère entende la conversation. Tutsi et l'un de ses fils sont invités à venir écouter l'appel au commissariat. Contrairement à la police américaine, la police canadienne n'a pas l'habitude de tout rendre public. Mais là, Amber a disparu depuis 2 ans et diffuser la voix du suspect en espérant que quelqu'un la reconnaisse, c'est délicat, mais nécessaire. Ils vont quand même modifier l'enregistrement et en rendre public 58 secondes. L'appel a eu lieu entre 19h30 et 20h, le soir du 18 août. En écoutant l'appel, on comprend 3 choses. Qu'Amber est dans un véhicule avec un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle va dans un lieu qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle semble de plus en plus effrayée au fur et à mesure que le temps passe. Je vais vous le faire écouter, mais je vous traduis d'abord pour que ceux qui sont moins à l'aise en anglais puissent mieux comprendre certains mots et donc la conversation. Quand ça commence, on devine un bruit de moteur, un bruit de circulation en arrière-plan. Amber demande « Où sommes-nous » L'homme répond « On va au sud de Beaumont, au nord de Beaumont. » Elle sait que le téléphone enregistre et vous allez voir qu'elle répète exprès le nom des lieux. Donc elle répète « On va au nord de Beaumont ». L'homme commence une phrase juste pour dire juste un raccourci. Amber, elle l'interrompt tout de suite. « Vous vous foutez de moi ? » Non, je ne me fous pas de vous. Vous n'avez pas intérêt à m'emmener quelque part où je ne veux pas aller. Je veux aller en ville, ok ? L'homme lui répond, c'est au bout de la route. Et on va pas en ville, hein ? Il insiste, il est énervé, si. Amber aussi s'énerve. Donc où est-ce que cette putain de route mène ? Et l'homme répond, à la 50e rue, to 50th Street. Amber répète 50th Street. Vous en êtes sûr ? Absolument. Amber redemande encore. Et où allons-nous ? Et lui, 50th Street. À ce moment-là, il est blasé. Il fait plus aucun effort. Vous allez écouter cet échange-là où il répète plusieurs fois 50th Street. Vous allez voir au fur et à mesure, l'homme est complètement froid. C'est vraiment glaçant. Amber demande c'est vers l'est, c'est ça ? Il répond vers l'est. Puis, Amber parle, mais on ne comprend que 2 mots, over,
now, des mots qui signifient terminer et maintenant. Ensuite, on entend juste l'homme dire gravel pour gravier, gravillon. Donc, il tente probablement d'expliquer ce qu'ils font sur une route en gravier ou pourquoi ils se dirigent vers une route en gravier. Pour finir, on entend la voix d'Amber, mais ce qu'elle dit est incompréhensible et l'appel est coupé. Je vais vous passer maintenant le vrai appel, qui est très perturbant. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr avancer d'1 minute pour ne pas l'écouter, mettre en silencieux le podcast pendant 1 minute. Mais voilà, il n'y a vraiment aucune obligation de l'écouter. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait dans l'enregistrement qui a été rendu public. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. yes, Then where the f*** are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? Over now. Bravo. Now. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi le frère d'Amber n'a rien fait? Pourquoi n'a-t-il parlé à personne de cet appel? Je n'ai pas la réponse. Après, il est en prison pour homicide en plus maintenant et semble être quelqu'un d'assez particulier. Il répète même qu'il sait qui a tué Amber, mais ne dit jamais qui c'est. En fait, il dit pas mal de choses et comme l'explique l'un des frères d'Amber, l'un de ceux avec qui elle a grandi, il dit « he's full of shit », qu'on pourrait traduire, je pense, par il raconte tout le temps de la il raconte tout le temps des bobards, si vous voulez. Ça n'empêche pas les enquêteurs d'affirmer qu'il a coopéré avec les autorités. La voix du ravisseur est, vous l'avez entendu, claire, nette. On perçoit que l'homme est confiant, sûr de lui, sûr de ce qu'il est en train de faire. C'est rare d'avoir une victime qui enregistre la voix de son ravisseur, c'est une preuve incroyable. Et donc, comment peut-on rendre justice au courage d'Amber? Comment exploiter cet élément pour arrêter cet homme? Parce que finalement, les seules certitudes que vont en tirer les enquêteurs, c'est que effectivement, vers la fin, il passe d'une route bétonnée à un chemin en gravier, et aussi, vu son accent, l'homme est de la région d'Alberta. La police diffuse l'enregistrement le 28 août 2012, donc 2 ans après la disparition d'Amber, et 8 mois après l'avoir partagé avec la famille. La police diffuse l'enregistrement le 28 août 2012, 2 ans après la disparition d'Amber et 8 mois après l'avoir fait écouter à la famille. La population le partage et l'affaire devient médiatisée et nationale. Et puis tout s'accélère. 4 jours plus tard, le 1er septembre 2012, des jeunes font une balade à cheval dans la campagne de la petite ville de Leduc, au sud-ouest de Nisku. Ils passent, vous savez, en bordure de champ. Ils sont à la lisière des arbres quand l'un des chevaux prend peur. En regardant vers l'endroit qui semble l'effrayer, les cavaliers aperçoivent quelque chose de blanc. C'est le crâne d'Amber. Le champ est à découvert. Il y a des fermes pas loin. Il fallait que la personne soit à l'aise dans cet environnement pour décider d'y abandonner un corps. Maintenant qu'on est passé d'une enquête pour disparition à une enquête pour homicide volontaire, c'est la cellule spéciale du projet CARE qui s'occupe du dossier. Les proches d'Amber apprennent alors que les ossements de 4 autres femmes ont été retrouvés dans un périmètre de 8 km² au sud d'Edmonton. Edna Bernard a disparu le 22 septembre 2002 et son corps a été retrouvé à l'est de Leduc, près d'un petit village qui s'appelle Rollyview, le lendemain de sa disparition.
Il y a aussi Cathy Sylvia Ballantyne, une travailleuse du sexe de 40 ans, qui a disparu le 28 avril 2003 et a été retrouvée l'été suivant, tenez-vous bien, dans un champ voisin de celui où a été retrouvé le crâne d'Amber. Corey Ottenbright, disparu le 9 mai 2004, a été retrouvé en 2015, donc 11 ans plus tard, à l'est de Leduc, à proximité de là où avait été retrouvée Edna Bernard. Dolores Brower a disparu le 15 mai 2004. Elle avait donné une copie de son dossier dentaire à la police avant de disparaître. Je vous avais dit qu'une des missions des policiers dans le projet CARE, c'était justement de répertorier les travailleuses du sexe de la région d'Edmonton. Ils ont demandé son dossier dentaire et elle leur a donné. Et donc le médecin légiste s'en est servi pour identifier son corps. Elle a donc permis sa propre identification. Mais quelle horreur! Disparue en 2004, ses restes n'ont été retrouvés qu'en 2015, au même endroit que Corey Ottenbright et pas très loin non plus de l'endroit où avait été retrouvée Edna Bernard en 2002. Toutes les 4 étaient autochtones ou métisses. C'étaient des travailleuses du sexe, un métier à risque. Suite à la diffusion de l'appel et à la découverte des ossements d'Amber, 3 femmes vont, indépendamment les unes des autres, appeler la police pour dire qu'elles reconnaissent la voix sur l'enregistrement. C'est un certain, je ne dis pas son nom en entier ici, mais en fait il est diffusé absolument partout sur internet, donc vous pouvez le trouver si vous voulez. C'est un certain Pat Carson. C'est le propriétaire d'un ranch situé à environ 1 heure de route de Leduc. Il a un casier bien garni et franchement, on se demande pourquoi il est encore en liberté. Alors il est plus âgé aujourd'hui, je pense qu'il a plus de 75 ans si j'ai bien compté, mais j'ai cherché partout voir s'il n'y avait pas un acte de décès et j'ai l'impression qu'il est encore vivant. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas en prison. Il a un casier bien garni et franchement, on se demande pourquoi il est encore en liberté, même si aujourd'hui, il a plus de 75 ans. À la fin des années 80, il a été emprisonné pour avoir violé une enfant et l'avoir tellement violentée qu'elle a failli en mourir. Il a de nouveau été condamné en 1998 pour agression sexuelle sur une de ses salariées, puis à 5 ans de prison pour avoir agressé et tenté d'étrangler des travailleuses du sexe, puis encore une fois en 2002 à 18 mois de prison pour avoir exploité sexuellement 3 jeunes filles mineures sur son ranch. Donc à chaque fois, il ressort et à chaque fois, il recommence et ça a duré pendant des décennies. Il postait des messages sur des forums comme Craigslist et Kijiji, donc qui sont connus en Amérique du Nord, sous différents pseudonymes, donc des fois avec son nom, mais des fois avec d'autres noms inventés. Et il propose à des jeunes femmes seules de venir sur son ranch pour l'aider et en échange profiter des chevaux ou en échange d'un salaire. Et sa technique est rodée. Les gens qui ont croisé sa route ont fait preuve d'un grand élan de solidarité. Tout le monde parle de lui et partage son témoignage pour que d'autres ne le suivent pas dans son ranch ou même dans sa voiture. Il y a un site internet, j'ai jamais vu ça, il y a un site internet qui s'appelle patcarsonsexoffender.blogspot.com. En français, ça donnerait un truc du genre Pat Carson, agresseur sexuel.blogspot.com. Malgré les 3 femmes qui sont persuadées d'avoir reconnu sa voix et le fait qu'il soit connu pour des agressions sexuelles à répétition, la RCMP, donc la police canadienne, ne l'a jamais nommé comme suspect dans le meurtre d'Amber. En 2018, une enquête fédérale a été menée sur la façon dont l'affaire Amber Tuccaro a été gérée par la RCMP. Dans le rapport, il est inscrit que l'enquête a été déficiente, que les officiers n'avaient pas été suffisamment formés et qu'ils n'avaient pas suivi la procédure officielle, notamment quand ils ont détruit la valise d'Amber, quand ils l'ont retirée du fichier des personnes disparues et en raison de la façon dont ils ont géré les témoins. La vérité, c'est que si toutes ces femmes avaient été blanches et ne s'étaient pas prostituées, les tueurs qui sévissent à Edmonton seraient probablement arrêtés aujourd'hui. La RCMP a été priée de suivre les 17 recommandations rédigées dans le rapport, mais ce rapport n'a jamais été rendu public, donc difficile de savoir si ça a été mis en place ou pas. L'année suivante, en 2019, la famille d'Amber reçoit des excuses formelles
de la part de l'ARCMP pour l'enquête. Donc c'est assez cérémoniel. Ces excuses vont avoir lieu lors d'une conférence de presse. Sont assis à la table des policiers Tutsi et l'un des frères d'Ember. Le représentant de la RCMP explique donc, je cite, ce n'était pas notre meilleur travail, ce n'était pas aligné avec nos procédures, nous n'avons pas été la police que nous essayons d'être. Au nom de la RCMP, je suis vraiment désolée. Bien que le passé ne puisse pas être changé, c'est important de se souvenir et d'en apprendre quelque chose. C'est nécessaire afin de continuer à avancer. La réponse de Tutsi est cinglante. Leurs excuses ne signifient rien pour moi parce qu'ils ont été forcés de les faire. Et elle n'a pas tort. On devine que ça faisait partie des recommandations de l'enquête indépendante vu que ça a été fait juste après. Mais vous allez halluciner. Du coup, sans un mot, suite à la réflexion de Tutsi, l'officier qui avait parlé s'est levé et il est juste parti. Le gars s'est vexé, mais en fait, il a oublié qu'il représentait l'État, quoi. Quand on fait des excuses, l'autre n'est pas obligé de les accepter. C'est comme ça, c'est pas la peine de se lever et de partir. S'ils font ça devant un parterre de journalistes, imaginez comment ils ont traité la famille d'Amber durant toutes ces années. En 2019, les Tucaro ont fait une demande pour exhumer les restes d'Amber afin de faire des analyses ADN pour vérifier qu'il s'agissait bien d'elle, estimant qu'il y avait des incohérences entre l'analyse de la mâchoire sur le crâne retrouvé et le dossier dentaire d'Amber. 6 ans plus tard, la procédure est toujours en cours. Je ne pense pas que le médecin légiste se soit trompé, mais en tout cas, ça révèle le peu de crédibilité qu'a la RCMP aux yeux de la famille. En 2020, un homme publie une longue vidéo sur Facebook accusant son père d'être un tueur en série et d'avoir tué Amber. Évidemment, ça devient absolument viral sur Facebook, sur YouTube, sur Reddit, partout. La police l'a interrogé, mais n'a pu faire aucun lien entre le père en question et Amber. En plus, le dénonciateur, donc son fils, avait déjà fait auparavant de fausses déclarations, de fausses accusations. Et depuis 2020, plus rien. L'enregistrement de 14 minutes est si bien gardé par la RCMP que tous les enquêteurs qui ont été un jour sur l'affaire n'ont pas eu l'autorisation de l'écouter. C'est sur accès spécifique. Vraiment, ils ne veulent pas que les détails deviennent publics. Ils espèrent encore qu'un jour, le tueur puisse leur dire on a parlé de ça, mais pas de ça. Pour que les enquêteurs puissent vraiment l'identifier, authentifier le meurtre, en quelque sorte. Mais ils ont quand même partagé la totalité de l'appel à la famille. Alors évidemment, comme les policiers sur le coup n'avaient pas réquisitionné des vidéosurveillance, il reste les antennes relais qui auraient pu enregistrer le téléphone du tueur, s'il avait son téléphone sur lui, bien sûr. Et les enquêteurs du Project Care ont fait des demandes auprès des compagnies. Ils ont étudié toutes les données qu'ils ont pu obtenir. Ils les ont aussi croisées avec les réservations dans les hôtels alentours à cette période et la liste des passagers des avions qui sont passés par l'aéroport d'Edmonton. Au final, en 2024, un enquêteur conclut on ne peut pas dire de manière définitive si c'était l'un d'entre eux ou non. Oui, donc en fait, il conclut qu'ils ne peuvent pas conclure. Super. Par contre, il insiste, le motif du voyage n'était pas de la prostitution. Rien dans la conversation de 14 minutes n'avait de lien avec de la prostitution ou de la drogue. Alors je continue à me demander pourquoi elle est montée dans cette voiture. Est-ce qu'il l'a menacée? Est-ce qu'il a proposé de la conduire dans un magasin pour qu'elle puisse acheter des couches ou des pizzas? Est-ce qu'elle a décidé de faire du stop elle-même pour pouvoir aller un peu plus loin et trouver quelque chose de plus intéressant qu'à la supérette? Mystère, et à ce stade, en ce qu'à part elle et le tueur, personne n'en sait rien. Et en même temps, elle n'avait sûrement pas prévu d'aller bien loin vu qu'elle avait laissé Jacob au motel et qu'Evangeline en plus s'attendait à la voir revenir. Encore une fois, si on avait eu les images de vidéosurveillance, le meurtre d'Amber aurait sûrement été résolu parce qu'elle est montée dans la voiture en plein jour. Et on était en 2010, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne peux pas croire que malgré le courage qu'a eu Amber pour décrocher quand son frère l'a appelé,
pour répéter en articulant le nom des lieux que lui disait son ravisseur. Je peux pas croire qu'on lui ait toujours pas rendu justice. Combien de prédateurs il y avait à ce moment-là dans les environs? Combien d'hommes prêts à tout pour froidement tuer des femmes, serrer leurs mains autour de leur cou pendant de longues minutes, frapper leur crâne, les violer? C'est terrifiant. Combien de femmes disparues dont les restes sont abandonnés aux lisières des champs ou dans les bois? Et combien de temps encore avant que nos sociétés ne prennent vraiment au sérieux les violences faites aux femmes? Et vu l'actualité, j'ai envie de dire les violences tout court. Voilà, que dire de plus? C'était l'affreuse histoire de la disparition d'Amber Tuccaro, une jeune femme enjouée, une fille adorée, la maman d'un petit garçon qui ne la connaîtra jamais. Elle laisse aussi des amis derrière elle qui sont sûrs d'une chose, elle a dû se débattre comme une diablesse et lutter jusqu'à la dernière seconde. Merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.